Plouf plouf, on recommence, aujourd'hui ça va pas. Je range mon bureau, numéro 48, probablement le dernier numéro d'août. J'ai toujours une vidéo en suspens depuis maintenant 2 mois que je veux consacrer spécifiquement à la lémurie, c'est-à-dire à Madagascar et aux Comores, et à l'occasion de la parution du 2e numéro de la revue annuelle Lettres de Lémurie. Ça je le rappelle parce que c'est en suspens et j'y tiens beaucoup, donc je veux prendre le temps de bien faire cette vidéo et du coup elle prend un petit peu de temps à élaborer dans ma tête. Donc aujourd'hui c'est plus un numéro habituel, c'est-à-dire que j'évacue les lectures courantes. Les lectures courantes ça veut dire quoi? Les livres que j'ai lus ces derniers jours et dont je vous parle brièvement avant de les ranger. Un seul livre en anglais cette semaine, et il sera assez particulier en plus, et au moins 2 livres que je n'ai pas lus ou relus. Et je commence par un livre que j'ai lu il y a 3 ou 4 ans, que je n'ai pas relu récemment, mais que j'ai sorti de la bibliothèque parce que c'est un texte de La Contralée, des éditions de La Contralée, et c'est un des premiers textes que j'ai lu, publié par les éditions de La Contralée, Pas dans le cul aujourd'hui, de Yana Tcherna. Je commence avec ce titre-là, parce que comme ça vous réveille tout de suite. C'est un texte traduit du tchèque par Barbara Faure, et c'est un petit texte très court, très incisif, très intéressant. Yana Tcherna, c'était une figure de la littérature et de la culture underground à l'époque de l'Union soviétique, et donc du régime communiste en Tchécoslovaquie, et c'est aussi la fille de Milena Jesenska, qui est aussi connue comme la destinataire des lettres de Kafka à Milena, des lettres à Milena. Alors, je ne vous parle pas davantage de ce texte-là, je vous dis juste pourquoi je vous parle aujourd'hui, ou pourquoi j'ai ressorti de ma bibliothèque un livre des éditions La Contralée. C'est parce que, en Touraine, les éditions La Contralée vont être en résidence, il va y avoir une résidence d'éditeurs des éditions de La Contralée, et moi je vais sans doute un petit peu travailler avec eux à cette occasion-là, parce que les éditions de La Contralée vont lancer en octobre une collection de livres consacrés à une réflexion sur la traduction, et comme professionnellement c'est évidemment de mon ressort et de mon intérêt, on va avoir l'occasion d'en reparler. Donc très probablement que dans les prochains numéros de Je range mon bureau, il y aura pas mal de livres des éditions de La Contralée, que je connaissais déjà, mais de manière un peu plus, on va dire, relâchée. Histoire de ne pas avoir juste montré la couverture, je vous lis un extrait de Pas dans le cul aujourd'hui. Tu écris dans une de tes lettres que ton travail philosophique, tu l'as fait dans les cafés, auprès de ma chatte, dans le désespoir, le cynisme et la bassesse, mais sûrement pas dans les bibliothèques. Ce n'est pas tout à fait juste, mais cela l'est dans une grande mesure. Je veux dire que c'est absolument vrai, même si tu as parfois aussi passé du temps en bibliothèque ces temps derniers. Voilà pourquoi ton travail est tel qu'il est. Voilà pourquoi il a servi à d'autres fins que purement philosophiques, qu'il peut être un point de départ et une base sur laquelle construire. Je ne crois pas, et je ne croirai sans doute jamais qu'en philosophie, on puisse parvenir où que ce soit à pied sec, en suivant la voie de l'érudition, de l'instruction policée. Bon sang de bonsoir, qu'y a-t-il de plus excitant que la philosophie, et qui donc y ferait quoi que ce soit de bon en éliminant cette excitation orgasmique? Ça, je vous le demande. Voilà un programme pour les philosophes professionnels ou pas, qui passeraient sur cette chaîne vidéo. Je poursuis avec un autre livre que je n'ai... Alors lui, ce n'est pas que je ne l'ai pas relu, c'est que je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas fini plus exactement. C'est un des livres que m'a offert mon ami expatrié à Montréal, Yves Emmanuel. Il y a des livres qui m'ont beaucoup plu dans ce qu'il m'a offert, et celui-là je n'ai pas du tout accroché. C'est Le Jour des Corneilles de Jean-François Beauchemin, publié aux Allusifs en 2004, je crois. Alors il y a une véritable écriture pour le coup, mais j'ai trouvé ça tellement systématique, tellement artificiel, que je n'ai pas du tout adhéré au projet. L'histoire, je devine un petit peu où elle va, bien que je me sois arrêté assez vite après avoir commencé ma lecture. C'est l'histoire, plus exactement, c'est le récit à la première personne d'un fils qui va parler de son père et qui surtout va raconter comment il a tué son père. Et ça raconte en fait les relations entre ce fils et ce père dans un milieu extrêmement sauvage. Ils vivaient de manière totalement autonome, autarcique, dans le Grand Nord canadien. Cette histoire, qui en soi n'est pas inintéressante, est surtout le prétexte pour Jean-François Beauchemin à inventer une sorte de langue parallèle, forgée d'énormément de néologismes. C'est le genre de projet d'écriture qui a priori m'intéresse, l'idée de travailler une langue avec des néologismes, ou de recréer une langue. Ici, ce qui ne m'a pas tellement plu, c'est le fait que cette langue mélange des éléments d'argot extrêmement contemporains et des faux archaïsmes, ou des tentatives de trouver des alternatives, notamment aux substantifs.
Donc je n'ai pas été particulièrement intéressé, et surtout ça a vraiment fini par m'agacer, et c'est pour ça que j'ai arrêté de lire. C'est une des raisons pour lesquelles on arrête de lire un livre, c'est quand vraiment l'écriture ne nous plaît plus du tout. Alors je cherche juste à retrouver le passage que je voulais vous lire. Page 84. Ce n'est assurément pas sans répugne qu'il s'accorda à mes mandements. Depuis l'instant de mon déclenchement en cette vie, je n'avais cessé d'être sous l'empire de père. De jouer l'apprenti, voilà que les emplois s'inversaient et que je brocantais ce rôle pour celui du maître, cependant que père prenait celui de l'élève. Il lui fallut quelques sursis avant que de concevoir ce personnage nouveau. Les premières journées de mon enseignement me valurent souvent fois brossées et mornifles, embrassades de sol par gencives et même savates au corps, car père ne blairait guère qu'on lui dicte conduite. Beaucoup d'occasions se renouvelèrent où je fus forcé de lui ramener en casque mon dessin. Je le suppliai, père, il faut te plier à mon école, malgré ta déplaise, sans quoi ton effroi de l'outre-monde ne tarira qu'à la Saint-Glinglin. Est-ce là ce que tu ambitionnes, d'aborder ton moment dernier encore tout aussi trembleur que fillette égarée, noctantement en forêt? À la longue, mes argues firent profit, et père, quoique bourrelé d'acrimone, se rangea à mon gré. Voilà, c'est pour vous donner une idée un peu de ce que je disais au sujet, bien sûr, des néologismes, des quasi-néologismes, le fait d'employer des mots qui sont presque le mot ordinaire ou presque le mot standard, mais légèrement différent. C'est un livre qui, je pense, littérairement a une grande valeur. Moi, je ne suis pas entré dedans. Peut-être que je lui redonnerai sa chance ultérieurement, que je tenterai de le lire, et que cette fois-ci, ça passera. Le jour des corneilles de Jean-François Beauchemin. Adieu de Danielle Sallenave, qui est un livre que je ne connaissais pas d'elle, qui est un livre des années 80 et que j'ai trouvé dans une boîte à livres, of all places, à Cesson-Sévigné, dans la banlieue de Rennes. Et ce texte de Danielle Sallenave est un texte bref, dans lequel un narrateur photographe d'une quarantaine d'années, on suppose, fait un séjour assez long dans sa ville natale, et il rend visite presque quotidiennement à son grand-oncle, qui est un vieil homme qui vit seul, veuf, qui vit seul, qui a l'air d'avoir quand même pas mal d'argent, qui exerçait un métier manuel, qui était peintre. Et en fait, il va le voir pour discuter avec lui, faire remonter un petit peu des souvenirs du passé, et aussi pour essayer de prendre un maximum de photos de ce grand-oncle avant ce que l'on imagine être le terme, c'est-à-dire on a l'impression qu'on est bien sûr dans les dernières années parce que la santé ne va pas fort, et donc il y a cette espèce de face à face, de dialogue. Le texte est constitué principalement d'ailleurs de dialogues, qui ne prennent pas d'ailleurs la forme de renvoi à la ligne avec des tirets, mais de guillemets dans des blocs de paragraphes, ce qui parfois est un peu déroutant pour la lecture, je le précise au passage. Donc c'est constitué de 39, non, de 40 chapitres et d'un épilogue, et l'épilogue finit de manière assez ouverte d'ailleurs au début du voyage de retour du narrateur, donc du petit-neveu. Moi qui suis pas mal dans ces histoires de grand-oncle et de petit-neveu, ou d'oncle et de neveu, au fil de mes relectures de Robert Pinget, ça m'a aussi un petit peu intrigué par rapport à ça. C'est un livre assez émouvant dont je vais vous lire, j'allais dire un, peut-être même deux extraits. Au fond, tu es content, dis-je. Content, ma foi. Et toi, tu n'es pas content? Si, mais pas toujours. Moi, c'était pareil, mais je ne me cassais pas la tête. Il reprend, je ne me cassais pas la tête. On disait de moi, Lucien, il ne se casse pas la tête. Ça veut dire quoi, se casser la tête? Chercher midi à 14h, ou comme disait ton oncle, vouloir faire plus haut qu'on a le... Cette résignation, ce consentement, ce contentement ne lui viennent de rien. Ils lui ont été donnés, il faudrait à d'autres, pour y parvenir, des années de méditation, de grande souffrance. Lui, il s'est retrouvé là, d'un coup, sans y penser, et il n'y voit rien de particulier. Il ne lui viendrait pas à l'idée de s'en féliciter. Là, c'est le début du chapitre 18, donc c'est sur le caractère forgé, un petit peu comme ça, sans y penser, du grand-oncle. Et puis un autre passage, plus vers la fin du chapitre 36, à propos des photos, et des séances de photos, ou plus exactement des photos impromptues. Il y a certaines photos qui sont vraiment prises délibérément, puis d'autres que le petit-neveu vole presque à son sujet. Un moment après, il tripote l'étui de mon appareil photographique sans l'ouvrir. De toute façon, ce serait trop tard. Alors à quoi bon se ronger? Tu veux qu'on fasse des photos? Tu as remarqué, je n'en ai pas fait l'autre jour à la mer, pour ne pas t'embêter.
D'ailleurs, je n'avais pas mon maillot de bain alors. Il rit, il a sorti l'appareil, le met devant son visage, pose le doigt au hasard et me vise. Tu serais bien attrapé. Tu veux? Règle-moi tout comme il faut et dis-moi où appuyer. Je lui rends l'appareil, il presse le déclencheur. Puis il me regarde d'un air contrit. J'ai bougé, mais ça ne fait rien. Adieu de Daniel Salnave. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans cette vidéo, je range mon bureau, la numéro 48, la première partie que je viens d'enregistrer se trouve comme d'habitude, presque comme d'habitude, dans mon bureau à Tours. Mais en fait, j'ai un petit peu changé le décor parce que récemment, je l'avais annoncé sur Facebook, j'ai un petit peu redéménagé des étagères, j'ai réarrangé mes livres. Et donc du coup, j'ai juste derrière moi dans mon bureau, à portée de main, tous mes livres d'Afrique anglophone. Vous avez peut-être pu les voir. Notamment si vous écoutiez pas trop ce que je racontais parce que je disais un peu n'importe quoi ou que c'était pas intéressant, vous aurez toujours pu reposer votre regard en essayant de décrypter un peu, de déchiffrer ce qu'il y a sur le dos des livres. Alors là j'ai changé un petit peu de décor pour des raisons extérieures, c'est juste une pause, après on va revenir dans le bureau, et c'est pour vous parler du seul livre en anglais de la journée. Celui-là aussi je l'ai trouvé dans une boîte à livres avant l'été, The King's English de H.W. Fowler et F.G. Fowler, je ne sais pas si c'était des frères ou pas, et c'est un livre très très curieux parce que sa première édition remonte à 1903, je n'ai fait aucune recherche, c'est un livre que je me suis contenté de feuilleter parce que ça n'est pas un livre qu'on lit à moins d'être vraiment soit insomniaque, soit en train de faire une thèse sur l'histoire de la linguistique normative ou de la linguistique prescriptive, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est un livre complètement étonnant, complètement étrange, complètement daté. Il n'est pas seulement daté dans son approche de la langue, il est bien sûr aussi daté dans son approche des recommandations aux usagers d'une langue. Et on se doute bien que même s'il y a eu des rééditions, et en l'occurrence des Revised Editions, et si on regarde effectivement la première édition date de 1906, pardon, je me suis trompé, deuxième édition de 1907, troisième édition de 1931, et cette édition est de 1973, mais rien ne dit qu'elle ait été fondamentalement révisée. Alors, on a une préface de 1930 qui explique que la troisième édition a fait l'objet d'un certain nombre de modifications. Et enfin, ce qui est très étonnant, c'est que quand on lit ce livre, on le lit surtout, enfin moi, en tant que linguiste et en tant qu'enseignant de langue anglaise, enseignant la langue anglaise, même si j'enseigne surtout la littérature et la traduction et la traductologie, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'histoire, justement, des prescriptions, l'histoire de l'enseignement de la langue anglaise ou des prescriptions en matière de langue anglaise. Alors, tout d'abord, pour le dire très clairement, ça s'appelle The King's English, qui déjà en soi est tout un programme, de même qu'actuellement, et depuis maintenant, je ne sais plus, 60 ans, plus même que Elisabeth II est sur le trône, on parle de Queen's English, qui est censé être toujours l'anglais le plus parfait, tant en termes de prononciation qu'en termes de vocabulaire, et il va de soi que cette prescription correspond à une norme sociologique et géographique. C'est un anglais très particulier et très artificiel. Donc dès le titre, évidemment, ce livre va prescrire des usages qui sont des usages aristocratiques, qui sont des usages pour essayer, en fait, de se conformer à un modèle presque ex nihilo, un modèle qui n'a pas de réel ancrage, et évidemment dans le souci d'une hiérarchie sociale, et de grimper les échelons d'une hiérarchie sociale. Donc c'est un livre qui finalement tentait d'apprendre, et a tenté apparemment à travers tout le XXe siècle, d'apprendre à ses lecteurs comment se faire passer pour plus cultivé ou d'une meilleure classe sociale qu'on ne l'est au départ, ce qui déjà en soi est tout un programme. Ça n'est évidemment jamais dit. Alors je vais prendre juste deux exemples tirés du tout début du livre, qui sont assez étonnants. Donc j'en viens aux exemples. Le livre est doté d'un index très très bien fait, d'une table des matières également très bien faite. Donc il y a 62 chapitres ou rubriques, divisé en chapitres, et le premier chapitre est consacré au vocabulaire. C'est évidemment le plus facile à résumer ici, c'est pour ça que je vais prendre mes exemples là-dedans, et donc évidemment le vocabulaire, comme c'est un ouvrage prescriptif, il va surtout expliquer quels mots il ne faut surtout pas employer et pourquoi il faut préférer tel ou tel type de mot à tel autre type de mot. Et bien entendu, parmi les mots à éviter absolument, il y a les américanismes, dans une sorte d'américanophobie assez classique chez une certaine classe sociale en Angleterre ou au Royaume-Uni. Et donc, voilà ce qu'il dit, ce que ce livre dit des américanismes. Il dit grosso modo qu'un certain nombre d'américanismes sont beaucoup plus pertinents que d'autres, et il prend l'exemple du nom que l'on donne à la saison, l'automne.
ceux d'entre vous qui me regardent et qui parlent un peu anglais savent sans doute qu'en anglais britannique, l'automne se dit autumn, alors qu'en américain, il se dit fall. Et en fait, le livre explique que le mot américain est beaucoup plus pertinent que le mot anglais, mais que, comme il y a eu des évolutions séparées, et comme, de facto, même si l'anglais britannique a moins raison que l'anglais américain, c'est néanmoins britannique, quand on est britannique, on doit employer le moins bon des deux mots. C'est un raisonnement complètement hallucinant, et je trouve ça vraiment très très fort. Je vous le lis. In the details of divergence, they, Americans, have sometimes had the better of us. Il arrive aux Américains d'être plus forts ou d'avoir plus raison que nous. Fall is better on the merits than autumn in every way. Le mot fall est préférable à tous égards au mot autumn. It is short, c'est un mot court. Saxon, like the other three season names. Donc là, c'est l'idée de cohérence. Winter, spring, summer sont tous des mots saxons. Donc fall est préférable à autumn, qui lui est latin. Picturesque, bon ça se discute. It reveals its derivation to everyone who uses it, not to the scholar only, like autumn. And we once had as good a right to it as the Americans. Et à un moment donné, on aurait tout à fait pu employer ce mot-là, ça veut dire nous les Anglais, nous les Britanniques, on aurait tout à fait pu employer ce mot-là. But we have chosen to let the right lapse, and to use the word now is no better than larceny. Donc, les Anglais qui emploieraient désormais le mot commettraient un américanisme qui n'est rien d'autre que du vol. No better than larceny. Donc voilà, c'est pour vous dire que tout le livre est écrit comme ça, et c'est évidemment pour quelqu'un qui voudrait apprendre l'anglais ou qui voudrait avoir des vrais conseils sur la langue anglaise, il faut évidemment fuir ce genre de livre comme la peste. Mais pour quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire de la langue, à l'histoire de l'enseignement de la langue, à l'histoire de la prescription linguistique, c'est vraiment passionnant. Je prends un autre exemple, c'est l'exemple des emprunts. Il consacre une large part de la section où il est question des emprunts à d'autres langues au français, puisqu'au début du XXe siècle, la langue de la culture était encore le français, et donc les anglophones utilisaient énormément de gallicismes, de mots français, pour montrer qu'ils étaient cultivés. Et donc il parle de ça dans ce livre-là, mais pour dire qu'en fait si on le fait, il faut le faire bien, il ne faut pas se tromper. Alors ok, pourquoi pas, mais ce qui est très intéressant, c'est l'exemple qu'il prend. Alors il prend deux exemples. Il prend l'exemple de moral, et vous le savez peut-être, en anglais, quand on dit le moral des troupes par exemple, en anglais on ajoute un E. Mais au départ c'est une erreur. C'est parce que les Anglais, les premiers Anglais à avoir utilisé ce mot se sont trompés et ont confondu le moral et la morale. Bon, et donc il parle de cette erreur-là, et il parle d'une autre erreur, qui moi m'a un peu sidéré, qui est l'utilisation de nom de plume. Et voilà ce qu'il dit. The French for the name that an author chooses to write under is nom de guerre. We, in the pride of our knowledge that guerre means war, have forgotten that there is such a thing as metaphor, assumed that another phrase is required for literary campaigning, thereupon ascertained the French for pen, and so evolved nom de plume. It is unfortunate, for we now have to choose between a blunder and a pedantry. But writers who know the facts are beginning to reconcile themselves to seeming pedantic for a time, and reviving nom de guerre. Et donc voilà, en 1906, des auteurs anglais parlant de la langue anglaise et des emprunts au français dans la langue anglaise disent que le nom d'auteur, c'est-à-dire le pseudonyme que choisit un auteur, s'appelle un nom de guerre. Alors c'était sans doute vrai, je ne suis pas allé vérifier, mais ce qui est intéressant quand on dit ça en 2019, c'est que plus personne ne parle de nom de guerre pour un nom d'écrivain. Et effectivement, nom de plume existe éventuellement, ça n'est pas très répandu non plus. Ce qui est certain, c'est que, et ça je le savais, pour l'avoir rencontré dans des textes, on trouve les deux, il y a des Anglais qui emploient nom de plume et d'autres qui emploient nom de guerre, et toujours dans le cas des écrivains ou des journalistes. Voilà, donc c'est pour dire que ce livre est vraiment une bizarrerie, une curiosité, pas du tout à recommander à quelqu'un qui veut apprendre l'anglais, mais voilà, qui m'a, moi, beaucoup fasciné, on va dire, c'est amusant à feuilleter. Voilà, The King's English. 3 autres livres. Lionel Bourg, Demain sera toujours trop tard, aux éditions du Réalgard. Et Lionel Bourg, j'en ai déjà parlé, j'en ai même parlé
récemment à propos d'un livre qui va paraître en octobre. Il faudra que je fasse une petite piqûre de rappel. Mais si vous suivez un petit peu la chaîne vidéo, vous verrez de quoi je parle. Et puis si vous ne suivez pas la chaîne vidéo, si vous avez oublié, ce qui est tout à fait normal, moi-même j'ai un peu de mal à me suivre, eh bien vous pouvez revenir en arrière dans les dernières vidéos. Et puis le livre de Lionel Bourg, je l'ai aussi mis en avant sur une autre vidéo. J'en viens à ce livre. Demain sera toujours trop tard, publié en 2017 aux éditions du Réal Gare et qui est une sorte de recueil un peu disparate. Il y a deux parties d'inégale longueur. La première, c'est un ensemble de lettres ouvertes dans laquelle on trouve un livre dont j'avais déjà parlé, qui est la lettre ouverte à ceux dont les lendemains chanteront peut-être, qui avait été publié également séparément au Réal Gare. Et donc il y a une série de lettres ouvertes et puis il y a une deuxième partie un peu plus autobiographique ou un tout petit peu plus, on va dire, classiquement autobiographique, qui s'intitule « Une plaie au cœur ». J'ai choisi de vous lire des extraits de deux des lettres ouvertes. Tout d'abord un extrait de la lettre ouverte aux vieux enfants parcheminés par le soupçon qu'une vérité se cache dans ce qu'ils ont pu dire. Et c'est à la page 68. Le monde alors, qui m'alarmait, me fascinait tout en me contraignant à ne plus me fier qu'aux roses des vents flétris sur les portulans ou les cartes de très schématiques itinéraires, ce monde inquiet, déchiqueté dans ma mémoire, tableaux et images m'aidèrent-ils à mieux l'admettre, mieux l'intérioriser, écorchant ou restituant à mes interrogations la somme d'anxiétés et de fantasmes qui m'attiraient dans leur vertige. Était-ce ma mère, cette Olympia, cette Méduse, cette Danaé ? Et je cite ensuite de la page 87 un extrait de la lettre ouverte, je cite le titre encore, « Aux habitants du village où j'aime apparaissait dans la tiède odeur des tilleuls ». Et donc avec toujours cette prose qui est une prose un peu mélancolique, introspective, d'observation, et puis surtout de retour sur des souvenirs qui sont des souvenirs empreints aussi d'éléments culturels. Pourquoi, au nom de quelle attirance, me faut-il cependant revenir ? J'ai loué le même gîte et casanier, allégeance faite aux transhumances saisonnières, pris mes quartiers de canicule sur ce piton coincé entre la nue qui me navre et la caillasse que je désosse, tablant sur l'aubaine due à l'amateur pour, rouge comme une écrevisse, pratiquer l'ablation de fossiles dont les plus extraordinaires, échinodermes, arthropodes, renverraient à leur gloire mesquine les spécimens chéris de mon musée. Je marche, sinon. Accède au col de Fontaube, où creuser, sa morphologie initiale chamboulée par le remue-ménage de l'ère tertiaire, le périmètre karstique n'a de borne que les dentelles de Montmirail et quelques strates redressées obliquement vers le Diois, les baronnies. Je reprends souffle, bois l'eau qui clapote dans ma gourde, m'achemine ensuite au gré des combes et des crêtes, dont les lavandes ou le thym, les buis, le romarin et la sauge composent le plus entêtant des parfums. Rentré, douché, je déguste une pêche, des abricots mettant sur le canapé rêvasse, bouquine ou écoute la radio. À franchement parler, j'attends le crépuscule. Voilà deux extraits brefs de ce livre de Lionel Bourg aux éditions du Réal Gare 2017. Une lecture qui, on va dire, relève de la rentrée littéraire. Je n'aime pas beaucoup ni l'expression, ni d'ailleurs le phénomène, mais bon, il y a forcément des livres qui sortent au moment de la rentrée littéraire et qui me requièrent ou qui m'appellent. Et celui-là d'un auteur dont je vois passer le nom depuis un certain temps, et je n'avais jamais rien lu de lui, c'est Joël Baquet, L'arbre d'obéissance, et c'est un texte assez étonnant. Le narrateur, alors ça se passe au 5e siècle après Jésus-Christ, le narrateur en est une figure importante de l'Église qui écrit la biographie, ou souhaite écrire, c'est l'évêque de Cire, et il souhaite écrire la biographie, ou il entreprend d'écrire sur ses vieux jours, la biographie de Siméon le Stylite. Alors Siméon, qui est d'ailleurs orthographié avec un Y, je n'ai pas vérifié si c'était l'orthographe habituelle, mais je me rappelle que dans un livre de Jacques Roubaud, Siméon le Stylite a lui-même sa biographie écrite par Roubaud, me semble-t-il. C'est un livre de Roubaud qui s'appelle « Nous les moins que rien », je sais, fils de personne, quelque chose comme ça. Il s'agit d'un livre sur le mysticisme, il s'agit d'un livre sur l'érémitisme, et donc sur ces figures d'ermites absolus qui se sont meurtris pendant des décennies et décennies, et donc il s'agit aussi bien sûr d'une réflexion sur les hommes d'église qui ne se sont pas sentis à la hauteur des grands ermites, et donc ici évidemment l'évêque
qui est le narrateur, raconte en quoi lui n'a pas réussi à atteindre le même niveau, on va dire, d'érémitisme et d'auto-sacrifice et d'auto-mortification qui est celui de Siméon, dont il pressent bien sûr que ça lui vaudra une nette postérité. Et donc c'est un livre assez étrange, très bien écrit, c'est très agréable à lire, un abus quand même de pas mal, mais c'est un abus lié aussi aux lectures bien sûr des mystiques, un abus des allégories, des comparaisons, des analogies animales, végétales. Il y a beaucoup comme ça de comparaisons dans lesquelles le croyant, l'ermite, etc., se voit comparé à tel végétal ou à tel animal. Parfois c'est un petit peu répétitif de ce point de vue-là, mais ça reste très, très agréable à lire, donc je ne peux que conseiller cet arbre d'obéissance de Joël Baquet, qui est un livre assez court, hein, il fait un peu moins de 200 pages. Je vais en lire quelques extraits brefs. À la page 90, voilà une pratique que je n'ai pas faite, et je ne sais pas si je vous la recommande. Une cuillerée de miel mélangée à une poignée de sable permet de vider l'esprit, car il n'est pas aisé de séparer l'un de l'autre. J'ai toujours nourri une prédilection pour cet exercice, qui dit assez la difficulté à séparer l'utile de l'inutile. Ne violente pas le corps et parvient à dissoudre les pensées dans le travail des doigts. Il aide à se purger des bruits du monde, des rumeurs du passé, des émotions, de ces interrogations paraissant essentielles, mais servant au seul plaisir des démons. Et puis autre extrait. Je ne rêvais ni de nourriture, ni de grandes goulées d'une eau claire et fraîche, mais de sommeil, d'un sommeil profond, onctueux comme le lait battu dans la jarre. Dieu ni les anges ne dorment jamais. Élus et damnés ignorent également le repos, les uns pour jouir de la contemplation éternelle de Dieu, les autres pour souffrir sans relâche. Les hommes, les bêtes du désert et celles des forêts, les arbres, les plantes, tout ce qui croît et vit sous le ciel est soumis au sommeil. Il semble acquis que les fourmis échappent à cette règle, car nul n'en vit jamais endormi, mais il est vrai qu'elles vivent sous terre, ou peut-être elles cessent de s'affairer et prennent quelque repos. Le soleil et les astres aussi se lèvent puis se couchent, seuls les poissons ne dorment jamais, car ils sont froids, insensibles à la fatigue comme à la douleur. Combattre l'endormissement revient à affronter une tempête de sable à main nue. Page 141. Et enfin, je termine avec une réticence ou un doute, et je n'ai toujours pas fait de vérification, il faudra que je le fasse, et si je n'ai pas fait de vérification, eh bien vous avez le droit de me faire des commentaires, de me traiter d'ignorant aussi, parce que c'est une réaction comme ça de personnes non expertes. Ça se passe au 5e siècle, et l'évêque, qui est le narrateur du livre de Joël Baquet, a eu d'abord, avant de devenir évêque, toute une carrière de copiste, hein, donc voilà, de copiste de manuscrits, comme de très nombreux moines bien sûr, et voilà ce qu'il dit vers la fin. Je pense alors à mon ancien travail de copiste, lorsque je remettais aux enlumineurs les rouleaux portant les textes dont j'avais reproduit chaque mot avec la plus grande ferveur, tant ils étaient beaux et nécessaires à l'édification des croyants comme à celle des égarés. Certains de ces rouleaux furent décorés avec tant d'art que le texte passa au second plan, comme il en advient souvent avec les artifices de la séduction, fut-elle déployée avec les intentions les plus louables. Et là, je me pose juste une question, on va essayer d'y répondre dans les commentaires ou comme ça, je ne sais pas très bien, c'est à creuser en tout cas. Est-ce qu'au 5e siècle, il y avait au sens strict et technique du terme des enlumineurs? Est-ce qu'on a des manuscrits du 5e siècle qui sont enluminés et dans lesquels, comme le narrateur le reproche, dans lesquels finalement l'image diabolique vient détourner l'attention du lecteur du sens des mots, évidemment du sacré qui se trouve dans l'abstraction des signes sur la page. Est-ce qu'il y avait des enluminures? Est-ce qu'on peut parler d'enluminures au 5e siècle? Ou est-ce que c'est, comme moi j'en ai eu un peu l'intuition, un anachronisme? Mais comme je n'ai pas fait la vérification, la question reste posée. En attendant, recommandation, hein, le roman ici de Joël Baquet, L'arbre d'obéissance. Et on en vient au dernier livre, et j'ai choisi d'en parler en dernier, parce que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Ça ne m'a pas totalement étonné d'aimer ce livre, un livre de Sembène Ousmane, que je ne présente pas, grand romancier sénégalais d'expression française, écrivain et cinéaste, romancier et cinéaste, souvent classé comme un
tenant du réalisme socialiste ou social, ce qui est quand même une simplification. Enfin, je ne suis pas spécialiste de l'œuvre de Sembène, donc je ne vais pas discourir très longtemps sur le sujet. La raison pour laquelle j'étais très content de lire ce livre de Sembène, alors déjà je l'ai trouvé d'occasion en Bretagne il y a un peu plus d'un mois, c'était un peu le hasard qui fait bien les choses, mais c'est surtout que ça fait très longtemps que je n'avais pas lu de Sembène, plus de 20 ans, parce que les premiers livres de Sembène que j'ai lus, c'est dans les années 90. Donc c'était l'occasion un petit peu de me replonger dans l'écriture de Sembène, et je l'ai fait avec un très très grand plaisir. C'est vraiment très beau. Et donc sur la couverture de cette édition de poche de Présence africaine, qui remonte à 1966, voilà, je ne sais pas si l'édition réellement est de 66, oui, non, c'est une réédition de 1994, c'est ce que je pensais, ça avait l'air un peu plus récent que ça. Et mise en avant le mandat, qui est en fait le deuxième texte, c'est bien marqué, précédé de Veïsiozane. Et le mandat, en fait, c'est le texte qui est ici mis en avant, et c'est celui que j'ai moins aimé, le moins aimé des deux. Je crois qu'il y a un film aussi de Sembène, hein. Sembène très souvent écrivait un récit bref ou un roman bref, et puis il tournait le film par ailleurs. C'est le cas pour Galloir, c'est le cas pour Niwam. Si vous ne connaissez pas Niwam, c'est un livre, c'est un texte de 60 pages à peu près, c'est absolument magnifique, et le film est absolument magnifique aussi, et très bouleversant. Donc ici, je crois qu'il y a un film aussi, tiré du mandat, et le mandat est finalement beaucoup plus conventionnel, donc je vais vous parler de Veïsiozane, et Veïsiozane, c'est donc le premier texte, il fait à peine 100 pages, je crois qu'il commence à la page 19 même, avec cet incipit remarquable, le Niaï est au singulier en Wolof, les colonialistes l'écrivaient au pluriel, il n'est ni savane, ni delta, ni steppe, ni brousse, ni forêt. Voilà, ça c'est le début, et ça se termine à la page 109, voilà, donc ça fait 90 pages. Et Veïsiozane, c'est l'histoire dans une zone quasi désertique, dans une zone très peu propice en fait à l'occupation humaine, donc c'est dans une campagne retirée, reculée, très loin de Dakar. Les paysans qui habitent là voient Dakar comme vraiment le bout du monde. Dans ce milieu-là, très refermé aussi, milieu dans lequel la coutume le dispute aussi au rituel islamique, au rituel coranique, des 5 prières par jour, de la mosquée, et dans lequel les griots, et je vais y revenir, le couple de griots propose une alternative complémentaire à la parole de l'imam. Dans ce milieu-là, ça ouvre en quelque sorte sur une femme qui est la première épouse d'un homme, d'un dignitaire, des gens qui sont très importants, qui sont pauvres, mais qui sont de sang aristocratique, et on comprend que la fille de cette femme est enceinte, et qu'elle est enceinte, évidemment, en dehors des liens du mariage. Donc il y a un scandale, et ce que l'on comprend progressivement, c'est qu'en fait, le véritable scandale n'est pas seulement que cette fille soit tombée enceinte en dehors des liens du mariage, c'est que c'est son propre père qui est le père de l'enfant. Donc une histoire d'inceste, avec un sacrilège particulièrement frappant, et le village s'empare de cette question-là, et ça donne lieu à un certain nombre d'échanges autour des villageois, et ça débouche sur une tragédie, comme on pouvait s'en douter. Je ne vous révèle pas à la fin, je ne vais pas spoiler, divulgacher, comme on dit en québécois, je crois, la fin du roman, parce qu'il faut vraiment lire ce livre aussi pour ça, mais ce qui, moi, m'a beaucoup intéressé, outre l'écriture, et l'écriture est absolument superbe, c'est vraiment à lire, c'est 90 pages d'une très grande beauté, tant dans les descriptions que dans l'analyse psychologique, que dans l'écriture des dialogues, dans les rapports entre les villageois, dans ce qui est dit aussi d'un système implicite de caste hérité de systèmes traditionnels et extérieurs à l'islam. Enfin, tout ça, c'est vraiment très très beau. Ça m'intéresse largement autant, moi, que l'intrigue ou que l'histoire elle-même. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'est le couple de griots. Il y a 2 griots dans ce livre, mari et femme. Détielao, je ne garantis pas la prononciation, lui c'est le griot, et puis il y a sa femme qui est griotte aussi, et en fait ça commence même, c'est la première à apparaître, Guissé, et c'est la Geveli Dioudou, la griotte généalogique, c'est-à-dire celle qui est censée donner toute la généalogie de cette femme, Ngone
War Tiandum, qui est le personnage féminin, ce personnage de la mère, qui est évidemment complètement détruite, complètement effondrée par le fait que sa fille s'apprête à avoir un enfant de son propre père, et donc du mari de Ngoné. Donc voilà, donc il y a ces deux personnages de griot, le griot et son épouse, la griotte. C'est vraiment pour moi le pivot de tout ce récit. Ça n'a pas l'air comme ça, parce que par ailleurs, bien sûr, tout tourne autour de la tragédie familiale liée à l'inceste, mais au fond, dans les implications, on va dire, les plus profondes, et notamment sociales et historiques du récit, tout tourne autour de ces deux griots. Voilà, je vais en lire un extrait. Je vais lire le début, parce que le début est quand même tellement beau. Les poches d'eau, croupissantes, revêtues de larges feuilles de nénuphar fortement vertes, ajouraient leurs rives de petits palmiers, prodigues de leur sève d'un parfum délicieux, enivrant. Les lacs et les étangs différaient de forme de végétation. Cheminant à travers le Niayes, l'impression de reculer ou de n'avoir pas progressé s'impose au regard de l'étranger. Uniformité, touffes de cactus, de figues de barbarie, de vraj, de soump, se coupent, découpent le moutonnement du même boubou blanc crémeux du sable. À l'horizon, fuyant, têtu, se relayent les dunes inégales. Par-dessus le ciel, ce ciel africain continentalement vaste, en eau de mercure, selon les mois. À la mi-temps du jour, assujettis, bêtes et choses gagnaient leur havre. La vapeur blanchâtre, tel un bain chaud, montait, illusion d'une mer en mouvement. Une gaze de nuances indigo bleu clair se mariait avec cette ligne, courbe, brisée de l'infini. Les herbes du dernier navette, hivernage, mortes, cassées, s'enfonçaient dans le sol doux. Les sumps hérissaient leurs épines en herse. Les feuilles, toutes les feuilles mortes qui n'ont pu prendre racine, balayées par le vent, s'y enfonçaient, jouant de leur arête avec le vent. Un long et monocorde sifflement s'entendait de n'importe où du Niayes, exception faite pendant la navette. Ce sifflement devenait lugubre au crépuscule. Jadis, nos grands-parents disaient que le Niayes geignait. Voilà, pour vous donner une petite idée et envie de découvrir Sembène, si vous n'avez jamais lu de livre de Sembène, prenez le premier qui vous passe à côté, hein, il n'y en a pas de mauvais. Hein. Moi, je vous recommande, dans ce recueil-là, je vous recommande Veille ici aux ânes, c'est bouleversant. Voilà, c'était la 48e de Je range mon bureau. On se retrouve très bientôt.